L'Italie, la Turquie, les États-Unis, l'Australie, on part en balade à travers le monde et une balade qui passe aussi par la France. La France où on va retrouver Luce. Luce est une coach et vit en Alsace, région particulièrement frappée par le virus. Elle nous racontera comment s'est passé son confinement et nous parlera de son activité en ouvrant également sur certaines notions qui sont utilisées dans les entreprises. C'est assez intéressant. Notre balade autour du monde nous conduira également aux États-Unis, en Californie exactement, où l'on retrouvera Fred. Fred est un Français expatrié aux États-Unis depuis un certain nombre d'années. Un parcours qui l'a conduit à vivre dans un premier temps à Las Vegas avant de se diriger vers Los Angeles. Fred n'a plus de travail en ce moment, comme bon nombre d'Américains en ce moment. Il viendra nous raconter son quotidien, la façon dont il s'est organisé et comment vit la ville de Los Angeles à l'heure du confinement. On retrouvera également Chiara à la fin de l'émission. Chiara viendra nous parler de Florence et partagera avec nous ce qu'elle voit depuis sa terrasse, notamment parce qu'elle a toujours autant de choses à nous raconter. Et ça recommence à vivre aussi en Italie, on va l'entendre avec elle. Il y a pas mal d'animations dans les rues, les gens ressortent, on sent que la vie reprend peu à peu. Et du côté de Melbourne, Thomas est ressorti de chez lui. Thomas que l'on retrouve en balade dans un parc. Salut Thomas. Bonjour Fabien, écoute, pour cette fois-ci, nous allons nous retrouver à l'extérieur. Oui, j'ai voulu vous faire partager une ambiance automnale, très zen, très happiness, très positive. Nous sommes ici en Australie, c'est l'automne, dans le Victoria, et aujourd'hui, la température est idéale, 20 degrés, un soleil superbe, des couleurs magnifiques, et une ambiance relax. Pourquoi cette ambiance relax ? Tout simplement, comme je l'avais évoqué la dernière fois, Dan Andrews, le Premier ministre du Victoria, a donné une 5e raison pour laquelle nous pouvons sortir. Et la 5e, c'est laquelle ? La 5e, c'est de pouvoir faire des rassemblements, d'aller voir notre famille, des amis, bien sûr dans un nombre limité, tout en gardant les distances sociales. Et ça, c'est un vrai bonheur, ça se ressent dans la communauté australienne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous faire partager cette ambiance dans le parc de Fawkner, qui est juste à quelques kilomètres du CBD de Melbourne. Et ça sent bon en plus. Bon, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, Thomas, parce que les restaurants restent fermés. C'est la grosse déception d'ailleurs en ce moment. La réouverture est prévue aux alentours du 1er juin. Tu reviens nous en parler tout à l'heure, mais tout de suite, nous partons en Turquie. En Turquie, où on fait la rencontre de Stéphane. Stéphane est français, comme son prénom l'indique, mais néanmoins, il a un vrai parcours de globe-trotter de San Francisco à Istanbul en passant par la France. Il nous raconte tout ça. Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment s'est passé le confinement qui n'en a pas vraiment été un, je crois, en Turquie ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as vécu ça et ton parcours qui est assez insolite ? Ouais, je vais te raconter ça. Alors brièvement, en fait, fin décembre, j'étais encore avec ma famille. Donc je suis marié, ma femme est turque et on a un fils de 15 ans qui est franco-turc. Et fin décembre, on était encore à San Francisco, où je travaillais pour une banque française à San Francisco, et j'ai été muté à Istanbul début janvier. Donc on est passé. À l'époque, il n'y avait pas encore le corona, on n'en parlait pas vraiment. Donc on est rentré à Istanbul le 23 décembre. Ensuite, moi avec mon fils, je suis allé en Alsace passer les fêtes de Noël. La meilleure période. Voilà, la meilleure période. Ça va être ensuite un foyer du coronavirus. Enfin bon, moi je l'ai passé dans le Bas-Rhin. C'était dans le Haut-Rhin où c'est chaud. Donc bon, voilà, pour l'instant on était bien. Ensuite, je suis revenu avec mon fils début janvier à Istanbul, et j'ai commencé à faire des allers-retours entre Istanbul et Paris pour tout ce qui est histoire de papier, de visa, etc. Et la dernière fois où j'étais à Paris, c'était fin février, aux alentours du 25-26 février. Je suis allé au consulat de Turquie pour prendre mon visa, mon visa de travail. Et je suis rentré. Alors déjà, en partant d'Istanbul pour Paris, j'arrive à Paris, il n'y avait pas de contrôle aux frontières, de température, etc. Il n'y a rien. Et en rentrant de Paris vers Istanbul le 1er mars, je me souviens vraiment que là, en rentrant à l'aéroport d'Istanbul, quand même maintenant un des plus grands au monde. C'est énorme. C'est incroyable. Ouais, c'est énorme. Ils faisaient des contrôles, il y avait des caméras thermiques. Donc, je dis, tiens, et pour le coup, Istanbul, cette fois-ci, ils sont en avance sur l'Europe, sur ce point de vue-là. Ils faisaient déjà des contrôles. Bon. J'arrive au bureau, donc j'ai
quelques personnes qui me regardent un peu d'un œil suspicieux en me disant mais tu viens d'où, tu viens de Paris, ouais mais là-bas il commence à être malade. Je dis écoute, je sais pas, moi j'étais au bureau, il y avait pas de problème, j'ai pris le métro, personne n'avait de masque, enfin bon. Là voilà, tu t'es fait mettre dehors. Voilà, j'étais déjà pestiféré de chaque. Et puis, et en fait, j'ai eu de la chance parce que une semaine après, le gouvernement turc a déclaré la quarantaine pour tous les gens qui venaient d'Europe, et notamment Espagne, Italie, France. Mais donc moi, je suis passé à travers. Et puis en Turquie, le 20 mars, c'est là où on a vraiment commencé à prendre la mesure du problème. Et donc nous, on a tous été renvoyés à la maison en télétravail. Et donc, point de vue des mesures gouvernementales, donc c'était pas comme la France où on avait besoin d'une attestation pour sortir. Ça a été fait un peu de manière plus, je vais pas dire chaotique, mais par étapes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vraiment, alors déjà, ils ont aussi fermé les restaurants, les bars, enfin comme en France. Ouais. Ils ont réduit le trafic dans les autobus, dans les transports en commun ou même dans les supermarchés en disant voilà, vous pouvez pas accepter plus que 50% de la capacité maximum, donc les gens devaient attendre dehors avant de rentrer. Et quand on connaît un peu les transports en commun sans bouillotte, il devait y avoir de longues files d'attente, non? Ça n'a pas été évident. Les premiers jours n'ont pas été évidents. Bon, moi j'avais de la chance, j'ai une voiture, j'allais en voiture au travail, donc c'était pas trop impacté, mais quand même. Et puis, et donc au fur et à mesure, ils ont commencé à prendre des mesures un peu plus strictes. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, bon, voilà, il y a des populations à risque, c'est les plus de 65 et les moins de 18, parce qu'ils vont pas respecter les distanciations sociales, etc. Donc ces deux populations confinées 100% à partir, je crois, c'est le 25 ou 26 mars. Ouais, par là. Il reste à la maison. Donc du coup, mon fils, là, il a eu le droit de sortir hier pour la première fois dans la rue depuis le 25 mars. Et alors, il a fait des flips arrière sur tout le boulevard ou... Oui. Et en fait, il était tellement content que déjà, il a perdu son masque. Mais bon, ça va, on en a d'autres. Et je pense même il a dû se prendre une insolation parce qu'il faisait tellement chaud qu'il n'a pas fait gaffe. Et voilà. Mais bon, il n'avait pas vu le soleil depuis des mois. Exactement. Donc, mais ils ont eu le droit de sortir de 11h du matin jusqu'à 15h. Alors, est-ce que tu confirmes, Stéphane, que ils ont quand même, au bout d'un moment, réservé des journées pour que les personnes plus âgées puissent sortir. Et après, moi, on me disait, mais alors si on fait pareil avec les enfants, ça veut dire que le mardi, ils sortent tout seuls, quoi. Voilà, en fait, maintenant ils mettent en place des journées. Donc le dimanche, c'est la journée des seniors. Donc les seniors peuvent sortir entre, je sais plus les horaires, mais voilà, c'est les plus de 65 ans ont le droit de sortir, même si c'est confinement total, eux ils ont le droit. Et ensuite, le mardi, c'est pour les enfants entre 10 et 15. Le mercredi, c'est les enfants qui ont plus de 16, 18. Enfin voilà, ils ont fait différents slots en fait. Et toi, on est chanceux dans cette entreprise parce que le télétravail a été organisé, mais j'entendais que c'était seulement 16% de la population qui bénéficiait de ces mesures et que malgré tout, ça a été resté compliqué pour le reste de la population à Istanbul qui s'est rendue au travail. Ouais, tout à fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent dans les services. Donc, en Turquie, les gens sont habitués à sortir pour aller manger. Il y a beaucoup de petits supermarchés, on appelle ça des bakkals. Donc, c'est les petites épiceries du coin, quoi, qui sont ouvertes 24 heures sur 24. Ouais. Donc, beaucoup de gens ont été impactés par ces mesures. Ils ne peuvent pas télétravailler, c'est pas possible. Puisque leur travail, c'est vraiment être en contact avec les gens et vendre. Donc, il y a eu même la mesure qui a ça fait une espèce de choc dans la population, c'est que le grand bazar a été fermé. Ah oui, alors, ça c'est la première fois depuis, je pense, des dizaines d'années que le grand bazar est totalement fermé. Donc, moi, j'ai un très bon ami avec lequel je fais de la musique, qui est aussi guide. Et lui, son business s'est arrêté du jour au lendemain. Alors d'une manière un peu bizarre, c'est que ses clients européens ne venaient plus, ça c'est sûr. Oui. Par contre, ils ont encore continué pendant un certain temps avec les gens du Golfe. Donc, Émirats Arabes Unis, Koweït, Bahreïn venaient encore. Tout ça. Voilà, Qatar.
Exactement. Mais puis après aussi, ça s'est arrêté. Donc là, ils sont au chômage. Et puis alors, le chômage partiel en Turquie, autant vous dire que ça n'existe pas, quoi. Donc quand tu es au chômage, tu es au chômage. Ouais. Tu n'as pas de revenus. Il n'y a pas de couverture et Erdogan a mis quand même des mesures en place pour aider ces gens-là. Oui, on était au téléphone avec une personne qui se trouve à Mumbai et qui disait que le gouvernement a mis en place 5 kilos de riz par mois pour les plus pauvres ou des choses comme ça. Ouais, alors en fait, il y a eu des mesures d'aide aux plus démunis. Où c'est vrai, où souvent la municipalité peut donner aussi des repas gratuits. Oui. Ensuite, après, tout ce qui est mesures de chômage partiel, donc ils ont mis ça en place avec certaines industries, notamment dans le textile ou dans la production automobile, où le gouvernement prend à charge une certaine partie du salaire des employés pendant 2-3 mois. Donc, ce qui permet en fait de mettre les gens en chômage partiel et puis qu'ils aient 50 ou 60% de leur salaire pendant quelques semaines. Mais bon, ça ne va pas durer non plus une éternité. Et là, on sent bien que le gouvernement va maintenant réouvrir l'économie après la fin du Bayram, après la fin des vacances religieuses le 26 mai. Oui, d'ailleurs c'est le Ramadan chez vous. C'est le Ramadan, donc c'est dur aussi pour les gens. Donc voilà. Ça aussi, le Ramadan, normalement, le soir, quand il y a l'iftar, quand les gens peuvent recommencer à manger, généralement, ils se retrouvent ensemble. Ils vont manger ensemble. Ça fait aussi beaucoup de business pour les restaurants parce qu'ils organisent justement les dîners pour rompre le jeûne. Et ça n'existe plus. Et c'est une perte sèche pour beaucoup de restaurateurs. Et aussi d'autres activités comme les musiciens, les chanteurs qui organisent des fêtes, etc. Tout ça, c'est fini. Ça a été oblitéré d'un coup. Et quel regard les Turcs posent, c'est toujours intéressant, sur ce qui se passe dans le monde et dans leur pays. Comment ils voient ce qu'on appelle ici un peu vulgairement le monde d'après? Parce qu'en France, on est en train de savoir que ce sera un peu comme le monde d'avant et probablement en pire. Mais est-ce que ces questions se posent en Turquie, dans l'esprit des gens? Alors, ce qui était marrant, c'est que les Turcs sont toujours très confiants. Ils ont une confiance en soi qui est assez forte. Donc, quand ils voyaient les mesures prises en France, en Italie, en Espagne au début du Covid, ils disaient c'est ça, nous, on n'a pas besoin de faire ça parce que nous, on est passé. De toute façon, tous les ans, ils ont des crises, que ce soit financières ou des politiques, des coups d'État, des tremblements de terre. Donc, ils sont habitués aux périodes de crise, en fait. Ils disaient, nous, on va mettre en place des mesures qui sont restrictives pour certains types de population de moment, et puis on va passer à travers. Donc, moi, honnêtement, en parlant avec mes amis, mes collègues turcs, ils me disent non, mais bon, juin, juillet, ça va recommencer. Et puis, on va repartir comme avant. Maintenant, l'aspect positif là-dedans, si je puis dire, c'est par exemple pour des entreprises comme nous, pour les banques, qui n'étaient pas du tout habitués au télétravail, parce que ici, c'est quand même très, très paternaliste comme management. C'est que tu as ton patron, tu vas au bureau, tu lui reportes, tu as des meetings où tu as 30 personnes dans le même meeting room, mais c'est comme ça, il faut faire ça pour que tout le monde soit aux ordres. Ça, maintenant, ça va changer. Parce qu'on finalement, on se rend compte que les employés, ce ne sont pas des enfants, ils peuvent s'auto-gérer eux-mêmes et ils peuvent délivrer du travail. Et ils n'ont pas besoin d'être à côté du chef pour rester engagés, quoi. Exactement. Et ça, de toute manière, maintenant, avec les millennials, qu'ils soient turcs, américains, norvégiens, français, ils sont déjà dans ce mode de pensée. Donc, c'est maintenant ou jamais qu'il faut que nous aussi, qui sommes un peu plus âgés, qui sont dans des positions de management verticales, on soit aussi capable de prendre le tournant. Je pense qu'en Turquie, ça va le faire. Surtout que là-bas, la population est jeune et qu'ils ont dû prendre goût à ce mode de fonctionnement. Bah oui, exactement. Après c'est vrai que c'est pas évident tout le temps parce que
Moi, je vois avec les gens qui ont en 30-35 ans, qui ont 1 ou 2 enfants à la maison, qui peuvent pas les mettre à l'école parce que c'est fermé. C'est pas évident. Non, moi, c'est pas mais facile. Bon, c'est pas facile. Ça. Stéphane, au-delà de ton métier, toi, tu es musicien. Parle-nous un petit peu de ça et de justement comment vous êtes organisé pendant la période de entre guillemets confinement par rapport à la musique, et est-ce que qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé? C'est vrai que maintenant on fait de la musique via WhatsApp. On ne faisait pas avant, mais en fait quand je suis revenu de San Francisco en Turquie, j'ai renoué tout de suite mes liens avec mes amis avec lesquels je jouais dans des groupes de jazz quand j'étais avant Istanbul, il y a 5 ou 6 ans de ça. Donc on s'est tout de suite remis ensemble. C'est toute l'effervescence du groupe, c'est faire une playlist exactement, faire des répétitions. Et puis c'est vrai qu'au mois de février, boum, tout s'est arrêté. Par contre, ça nous a permis, moi par exemple, ça m'a permis de travailler un peu plus mes morceaux à la maison tout seul, parce que souvent on est un peu flemmard, on se dit ok, je vais travailler pendant la répétition, ça va marcher. Là finalement non. Donc ça me permet de me concentrer sur mon instrument moi-même, et puis après on s'échange des vidéos. Donc en fait on fait des backing tracks. Il y en a un qui joue au piano, qui envoie la mélodie, le bassiste, et puis après toi tout seul à la maison avec ton iPhone, tu joues par-dessus. Donc ça te permet en fait de garder cet entraînement-là. Mais après c'est vrai que il y a quand même l'alchimie du groupe avec les gens qui jouent ensemble n'est pas là, c'est sûr. Mais on a trouvé d'autres moyens pour quand même continuer à répéter, à avoir le rythme de la fréquence de jouer ensemble jusqu'à ce qu'on puisse de nouveau se retrouver, quoi. Ça va être bientôt. Bientôt, ouais. J'espère qu'au mois de juin, juillet, on va quand même pouvoir recommencer à jouer, parce que là, au mois de juin, juillet, généralement à Istanbul, il y a beaucoup d'activités maritimes sur le Bosphore. Oui. Donc beaucoup de bateaux le soir où ils prennent des groupes de jazz, et c'est sympa de jouer sur un bateau, les gens dansent, boivent des coups. Donc voilà, c'est vrai que pour l'instant ça nous manque. On aimerait bien refaire ça aussi. Et en ce qui concerne la créativité, tu m'expliquais hors antenne que le pianiste avec lequel tu joues, lui, compose également. Est-ce que ça a été une période favorable, ou est-ce qu'au contraire, il a besoin d'être dehors? Non. Moi, j'ai bien vu ça pour lui. Il a éclos comme une rose au soleil, quoi. Je vois qu'il a écrit plein de morceaux. C'est super. Et ça, c'est ça qui est bien. Donc lui, parce que finalement, il reste à la maison, il peut se concentrer, il est pas dérangé par ses activités professionnelles de guide, donc qui n'a pas en ce moment. Donc voilà, lui, il est full 100% sur la musique. Moi, malheureusement, je dois continuer à travailler, donc j'ai pas autant de temps que lui. Oui, il te donne plus de travail, du coup. Voilà, exactement. J'ai mon travail professionnel, puis j'ai mon travail de musicien. Voilà, je m'embête pas, quoi. J'imagine. Merci beaucoup, Stéphane, d'être venu nous parler. Et on te dit à bientôt à Istanbul, pourquoi pas. Pourquoi pas, tout à fait. Vous êtes les bienvenus. Avec plaisir. À bientôt. Allez, bye bye. Un tour du monde des nouvelles. Qu'est-ce qu'ont inventé les Hollandais pour aller dîner? Un truc extraordinaire. Les Hollandais proposent d'aller dîner à la Belle Étoile, tenez-vous bien, sous une serre privatisée. C'est assez original. La terrasse est couverte de petites bulles où on peut tenir à 2 ou maximum 3, vue sur le fleuve, et donc vous partagez votre dîner comme ça, en toute sécurité et sous le soleil hollandais. Mauvaise nouvelle, la ville de Wuhan enregistre de nouveaux cas de Covid. C'est la première fois depuis le 3 avril que la ville de Wuhan enregistre un nouveau cas de Covid. Attention à la deuxième vague donc. Le patron des chasseurs propose de tuer les chats en France. Oui, c'est original, c'est une info déconfinement. Le patron des chasseurs a effectivement proposé de tuer les chats à 300 mètres des habitations, car selon lui, tenez-vous bien, le chat est en train de détruire la biodiversité. C'est assez étonnant. Moi, je ferais plutôt le constat, mais c'est très personnel, que ce sont plutôt nous, les hommes, qui sont en train de détruire la biodiversité, mais à chacun son regard. Très sympathique en tout cas ce personnage. On a son nom ?
Non ? Non. Après la Chine, l'Allemagne lance les chapeaux frites. Alors j'ai vu des photos passer sur les réseaux sociaux, c'est assez amusant ça. Ça ressemble à ce qui a été mis en place en Chine dans les écoles. En Allemagne, c'est sur les terrasses qu'on trouve des gens avec des chapeaux frites, donc les frites qu'on utilise habituellement dans les piscines. Dans les piscines pour s'amuser, ouais. Exactement. Qu'on Frites en retrouve... mousse. Oui, on retrouve ça sur la tête des personnes qui sont installées en terrasse de telle manière à s'assurer que les distanciations soient bien respectées. Donc si on touche la frite de son voisin, c'est qu'on est trop près. C'est une amende. Tu voulais aussi nous parler des crottes de manchot ? Oui, Ça m'intrigue ça. Écoute, c'est un sujet comme un autre. Les crottes de manchot qui relâcheraient du gaz hilarant. Comment on s'en est aperçu ? Sont les scientifiques qui les étudient qui ont fini complètement défoncés du fait que les manchots ont des crottes qui manifestement provoquent ce genre d'effet. Vive la science, on en apprend tous les jours. Bangkok à présent. Bangkok où les clients d'un restaurant dînent en tête-à-tête avec des pandas. Mais alors des pandas en peluche, bien sûr. L'idée est de se sentir moins seul, malgré la distanciation physique. Vous êtes au restaurant, vous avez des tables, et face à vous, vous n'avez pas une personne, mais bien un énorme panda en peluche. Et la personne avec laquelle vous dînez, en revanche, est en quinconce, un petit peu plus loin. Mais vous faites néanmoins face à cette magnifique peluche pour accompagner votre dîner. Nous vivons une époque formidable. C'est magnifique. Le patron de Twitter fait parler de lui. Il a pris une décision assez impressionnante qui consiste à permettre à ses salariés de télétravailler pour toujours. Les salariés intéressés se voient dotés de $1000 à l'effet de s'équiper. Il s'agit bien de tirer les enseignements positifs de la crise qu'on vient de traverser et du fait que le télétravail fonctionne extrêmement bien, permet souplesse pour les employés et fait gagner l'entreprise également en efficacité et en engagement de ses collaborateurs. Et ça permet également d'économiser des mètres carrés de bureau, bien évidemment. Et on termine avec la Colombie. La Colombie où 1 tonne d'herbe a été saisie et les trafiquants ont été ingénieux car ils ont complètement vidé des pastèques et ils transportaient leur cargaison de drogue à l'intérieur de ces pastèques vides. C'est assez original. Créativité quand tu nous tiens. Allez, direction l'Alsace à présent. Bonjour Luce. Bonjour Laetitia. Luce, où est-ce que tu te trouves ? Où est-ce que tu vis ? Alors moi je vis tout au sud de l'Alsace, à 2 km de la frontière suisse et à 4 km de la frontière allemande. Tu es dans cette fameuse région du Grand Est. Comment s'est passé ton confinement ? Alors mon confinement a été très précoce puisque on a été confinés déjà une semaine avant le reste de la France et que moi en ce qui me concerne j'avais déjà enlevé mes enfants quelques jours avant. Donc tout début mars en fait on a commencé à être confinés. Et donc ça a été assez dramatique ici avec des voisins, des connaissances qui sont décédés. Un climat quand même assez pesant dans la région. Ouais. Luce, toi ton activité professionnelle, explique-la nous. Explique-nous aussi comment tu as vécu pour ton travail cette période un petit peu différente. Alors mon activité professionnelle, je suis executive coach. Je m'occupe de tout ce qui est transformation au sein des entreprises, donc à niveau collectif, et pour les individus également. Je travaille plus spécifiquement sur une approche systémique du changement et une approche aussi liée à ce qu'on appelle le neuroleadership, donc les neurosciences appliquées au leadership. Tu as dû avoir beaucoup de travail en cette période, ou alors l'activité a baissé ? Oui et non. L'activité a beaucoup baissé. J'avais des conférences qui étaient prévues à Singapour qui ont été annulées déjà dès la mi-février. J'ai pu, comme moi-même j'ai vécu à Singapour pendant 8 ans, j'ai vu l'arrivée de ce virus, parce qu'on a commencé à en parler beaucoup après le Nouvel An chinois, donc ça a commencé à se propager à Singapour et en Asie. J'avais vu arriver déjà l'ouragan un peu avant qu'on le voit arriver en France. Oui. C'est pour ça aussi que je m'étais confinée, comme j'en parlerai peut-être plus tard, mais je suis une personne à risque, j'ai été malade, je suis un cancer, je me suis un peu confinée dès le début. Et quel regard tu poses avec un peu de recul sur cette période de confinement, sur l'avenir également? On a beaucoup entendu parler de monde d'avant et de monde d'après. Est-ce que tu crois à tout ça? Comment tu vois les choses? Pour moi, ce que je vois, c'est que il y a deux solutions dans un changement. C'est soit on revient à l'ancien système avec quelques ajustements, soit on va vraiment aller vers un changement de système où on va reconsidérer totalement la façon de travailler et les relations de travail. C'est-à-dire que ça va aller aussi au-delà de ça, sur pas seulement comment on s'organise, mais comment est-ce que on travaille différemment ensemble. Aujourd'hui, tu penches vers quelle option? Je pense
qu'il y a certaines entreprises qui vont vers des formes alternatives de travail. Peut-être étaient déjà engagées dans cette réflexion et qui ont pu accélérer cet aspect-là. Et puis, il y a d'autres entreprises qui, on va dire, un peu comme des accordéons, elles se sont relâchées et puis elles vont revenir sur des modes historiques de travail. Ça dépend aussi beaucoup du format des entreprises et de la culture d'entreprise. Donc, je pense que ça va être intéressant de voir comment ça va se passer et puis surtout comment ça va être ressenti par les salariés en fait. Du côté des coachés personnes physiques, est-ce que tu sens des aspirations qui aillent vers un changement plus profond ? Très clairement, forcément, une personne qui vient se faire coacher d'un point de vue à titre individuel, c'est déjà des personnes qui sont en réflexion. Donc, oui. Très clairement, le confinement, c'est l'occasion pour eux de se poser des questions. J'observe quand même beaucoup parmi les gens que je coach des personnes qui s'accommodent très bien du confinement. Quelque part, il faut se rendre compte que le confinement, c'était avant, quand ils travaillaient dans le mode avant, et ils se sentent déconfinés en confinement. Donc oui, il y a forcément des choses qu'ils veulent voir bouger, ils sont très dans le monde vis-à-vis des entreprises. Je fais beaucoup de travail qui peut être réalisé avec les entreprises, justement, sur comment un manager a mené son bateau pendant la crise, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, co-construire ensemble des nouvelles formes de travail, voir si des choses bien sont sorties du confinement ou au contraire si ça a amplifié certains problèmes qui étaient existants avant. Donc à mon avis, c'est une opportunité vraiment, avant de reprendre l'activité à l'extérieur, mais malheureusement c'est ce qui se passe. Je pense qu'il faudrait limite avoir un concours supplémentaire pour se poser ces questions. Luce, tu nous parlais de maladie. C'est peut-être d'ailleurs elle qui t'a conduit à quitter l'environnement professionnel classique pour devenir entrepreneur et coach sur des sujets de transformation. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de cette expérience et de comment tu la places en perspective avec tout ce qu'on vit et ton regard pour demain ? Donc effectivement, j'ai été malade, j'ai eu un cancer assez grave quand j'étais enceinte de mon 3e enfant. Et j'ai vivais à Singapour à l'époque, donc j'ai dû gérer aussi l'éloignement familial et l'éloignement de ma famille quand je suis venue faire famille en France. Une expérience vraiment traumatisante en ce qui me concerne. Dans un premier temps, je suis retournée travailler, donc je suis quand même retournée au travail pendant 18 mois, parce que je travaillais pendant 15 ans dans la banque en tant que risk manager, donc j'avais une équipe qui m'attendait et j'arrivais pas à concevoir de faire autrement. Et puis au bout de 18 mois, donc tout à coup, j'ai vraiment eu une espèce de chemin de Damas qui m'est tombé dessus un jour où je me suis dit mais si je continue comme ça, je vais retomber malade. Et donc je me suis formée au coaching à titre vraiment individuel pour mon développement personnel et après immédiatement ça m'a plu parce qu'en fait il faut vraiment s'interroger sur ses propres leviers de motivation. Il y a un travail d'introspection qui peut porter vers l'action, qui n'est pas forcément un travail qui relève de la psychologie. Et j'ai su vraiment, avec le travail d'un coach, travailler sur ce qu'on appelle communément la résilience pour voir justement comment intégrer le trauma que j'avais vécu dans mon identité et construire une nouvelle identité altérée par rapport à ce qui avait pu se passer avant. Finalement, avec le temps, je m'en rends compte plus vrai, donc j'ai dû retravailler en fait sur tout ça. Pour pouvoir vraiment repartir sur une nouvelle vie, en fait, faire le deuil de mon ancienne vie et repartir sur des nouvelles perspectives. Justement, tu employais le terme résilience. On voit que dans le monde professionnel ou même au niveau de l'État, d'ailleurs, c'est un mot qui est devenu très à la mode. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je suis un peu dubitative, personnellement. Alors moi, je dirais que je suis même choquée. Je dirais un peu plus loin. J'osais pas le dire. Déjà, l'usage du mot résilience qui est un concept très individuel. Ça vient c'est un concept qui a été inventé par Boris Cyrulnik et qui s'applique à l'individu, ça s'applique au collectif. Ça n'a pas été inventé pour en faire un usage individuel. Ça, je pense que c'est un petit peu dangereux de faire ça. Et ensuite, l'usage, moi, par exemple, le plan résilience du gouvernement mené par l'armée, j'ai trouvé ça pas à propos, on va dire comme ça, puisque le rôle de l'armée, c'est pas la résilience, le rôle de l'armée, c'est de nous faire surfer sur les difficultés, de venir en aide à l'État quand ça ne va pas, ce qu'ils ont fait très bien en Alsace avec la construction de l'hôpital militaire, mais c'est pas de construire une résilience collective. Ça veut dire les genres individuels, collectifs,
et ça armé. Je trouve que c'est vraiment un mélange des gens qui m'a mis mal à l'aise. Et en entreprise, pourquoi tu penses que on nous parle de résilience à tort et à travers, et en fait, toutes les grosses entreprises nous invitent, nous salariés, à être résilients, et ils veulent même nous former à la résilience, selon eux. Comment t'expliques en fait cette nouvelle mode, si je puis appeler ça une mode? Je dirais qu'il faut que les entreprises limite fassent attention à ne pas jouer avec le feu, parce que les personnes qui s'interrogent sur la résilience vont comprendre que être résilient, ça veut dire reconstruire sa nouvelle vie différemment après un trauma. Donc déjà, ça voudrait dire que les entreprises acceptent qu'il y ait un trauma. Et déjà, le Covid n'a pas été vécu comme un trauma par tous. Tout à fait. On s'est très bien accommodé. Donc, il faudrait déjà définir quel est le trauma. Et ça, les entreprises ne le définissent pas. On laisse un gros bloc du blog là en disant il y a une crise, mais on ne parle pas vraiment des impacts d'un point de vue, on va dire, très spécifique. Et puis ensuite, il faut que du coup, les entreprises risquent de donner un peu le bâton pour se faire battre, parce que quand les gens vont leur dire mais oui, vous nous donnez quoi comme moyen pour nous aider à nous reconstruire différemment. Et voilà. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc je ne peux pas expliquer pourquoi cette notion-là mise en place a été à la mode plus qu'une autre. Ce que je peux dire par contre, c'est que les entreprises doivent réfléchir peut-être à plus long terme sur l'usage de ces termes, parce que ça pourrait leur poser des questionnements de la part de leurs collaborateurs. Luce, une dernière question. Quel va être ton avenir dans les prochaines semaines, maintenant qu'on est déconfiné? Alors moi, je travaille beaucoup sur des formes alternatives de coaching, des coachings de groupe où je fais travailler un acteur d'improvisation et un dessinateur, que j'ai offert gratuitement pendant le confinement. Donc, je veux montrer que le coaching, c'est des notions simples. On n'a pas besoin d'être un grand gourou du coaching ou de mettre des mots très compliqués. C'est vraiment accompagner les gens sur ce travail en fait de réflexion intérieure et de développement en fait de sa propre vision de soi-même, de son propre storytelling. Pour comprendre où on veut aller et quelles compétences on doit développer, quelles soft skills on doit développer pour y arriver. Tout ça a été mon premier projet. Et mon deuxième projet, je travaille, donc j'ai une plateforme citoyenne qui s'appelle See My New Me, donc c'est mon nouveau moi avant ou après le cancer, qui existe depuis 18 mois avec plus de 3700 followers sur Facebook qui nous suivent. Et on va publier 100 témoignages, les 100 premiers témoignages, on en a 130, mais on va publier les 100 premiers, de personnes qui ont témoigné comment elles ont reconstruit leur vie après la maladie. On travaille sur ce projet de livre qui va aider à financer une bourse pour booster les projets d'entrepreneuriat parmi les gens qui ont eu un cancer. Luce, on te retrouve à titre professionnel pour tes activités de coach sur ton site orisemanagement.com, O-R-I-S-E management.com, et pour ton initiative citoyenne, on te retrouve sur seemynewme.com, CMYNEWME.com. Merci beaucoup, Luce. Tu nous donnes des nouvelles très bientôt. Laetitia. Et on te souhaite, avec plaisir. on te souhaite énormément de succès dans ces deux projets, et j'imagine plein d'autres qui foisonneront par la suite. Dans les prochaines minutes, nous retrouverons Chiara pour son billet hebdomadaire. Chiara qui se trouve à Florence. Et puis, bonne nouvelle, vous pouvez désormais retrouver ce programme sur les plateformes Deezer, Spotify et Apple Podcast, ou encore sur le site baladesimmobile au pluriel.com. Et l'ambiance de ville que vous entendez derrière moi, c'est celle de Melbourne. Melbourne, où l'on retrouve Thomas pour prendre la température. Un peu déçu par rapport à la semaine dernière. M'en parle pas. J'étais tout joyeux la dernière fois, Ouais. J'étais tout content. Je me suis dit, ouais, allez, vivement le 11 mai, on va tous vivre une libération exceptionnelle, etc. Donc déjà, dans la première phase, on a eu quand même une mauvaise nouvelle, entre guillemets, puisque à l'ouest de Melbourne, il y a un épicentre de coronavirus qui s'est déclaré. Alors ça a commencé 10 cas, 20 cas, et aujourd'hui on est à 70 cas de coronavirus. Ça montre la vitesse à laquelle ce virus peut se répandre, et ça c'est vraiment inquiétant. Alors ensuite, quand même, il y a eu une annonce de Scott Morrison, qui est le Premier ministre de l'Australie, donnant 3 phases
clés sur lesquelles les États peuvent, oui ou non, lever certaines restrictions. Nous, notre Premier ministre, Dan Andrews, au niveau du Victoria, a fait le minimum, puisqu'il a rajouté une 5e raison pour laquelle on ne peut sortir de son domicile. Donc c'est vraiment un petit pas. Un petit pas pour les gens, mais un grand pas dans l'esprit global de l'Australie. Mais blague à part, ouais, c'est un peu dur là. C'est un peu dur, d'autant que vous attendiez effectivement de bonnes nouvelles ces derniers jours, et notamment un peu plus de liberté. Alors, dans les bonnes nouvelles, tu évoquais la pêche. On a le droit d'aller pêcher? Oui, je sais que ça te tient à cœur. Sais que ça te tient à cœur. Ta passion, ta grande passion. Oui, allez, pour aller tâter la petite truite. Oui, alors c'est ce qu'on se disait nous en antenne, c'est que il y a 5 raisons aujourd'hui pour lesquelles on a droit de sortir. Faire du shopping, c'est pas aller faire du shopping dans un centre commercial, bien évidemment. C'est pour tout ce qui est les biens alimentaires, éventuellement s'acheter quelques vêtements, mais c'est très 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 limité. Également, l'autre point pour lesquels on a droit de sortir, c'est d'aller voir le docteur, travailler et tout ce qui est en rapport avec l'éducation, si on ne peut pas faire à domicile. Les activités sportives également. Alors oui, on va revenir pour les activités sportives. C'est là où la communication, sans vouloir être critique de l'État du Victoria, est un peu compliquée. S'il faut creuser pour savoir ce qu'on a le droit de faire. Et dans les sports populaires en Australie, il y a le golf. Et le gros sujet à débat de ces dernières semaines, c'est que les golfeurs avaient envie d'aller tâter la balle, eux, sur leur terrain, puisque c'est un sport, c'est pas vu comme en France, c'est un sport très populaire, le golf. C'est moins élitiste. Et là, exactement. Et là, ils peuvent aller faire du golf, ils sont heureux. Et les pêcheurs, comme toi, Fabien, vont pouvoir aller prendre leur canne à pêche et aller chercher le poisson qui se cache. Donc ça fait partie des choses auxquelles on a droit, et aller faire de la rando également. Alors pareil, c'est une information que j'ai trouvée en allant chercher sur le site du gouvernement de Victoria. Si on a droit de faire de la rando, on a droit de prendre notre véhicule et aller dans un parc national. Et ça, c'est un aller-retour qu'on a le droit de faire dans la journée. On n'a pas le droit de partir plus loin. En bivouac, pendant plusieurs jours, ça c'est une activité qui reste interdite. Voilà, tout ce qui est camping, bivouac, etc., c'est totalement interdit. Mais bon, on a quand même de la chance. Il y a des petites évolutions malgré tout. Des conséquences assez lourdes toujours au niveau du secteur de la restauration, puisque les bars et les restaurants sont encore fermés. Exactement. Alors justement, dans les fameuses phases de déconfinement de Scott Morrison, dans la première, il y avait la possibilité de pouvoir réouvrir les restaurants et notamment les bars, les cafés, etc. Ce que ne va pas faire Dan Andrews, puisque les restaurants restent fermés, ils peuvent ouvrir juste pour de la vente à emporter. Il faut savoir que c'est un énorme business, la vente à emporter ici. Les Uber, Deliveroo, d'ailleurs Deliveroo, ça vient de Melbourne, c'est australien à l'origine. Et ça, c'est un business qui marche très fort, mais les restaurants doivent rester fermés, on ne peut pas accueillir X personnes à l'intérieur du restaurant. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une petite interview de la General Manager de Chapel Predict, qui est en charge de l'association des commerçants de cette artère très connue, qui couvre 3 secteurs, qui couvre Windsor, Prahran et South Yarra. C'est juste à la porte d'entrée de Melbourne. C'est une artère très connue par les Melbourniens, tout simplement parce que on y trouve beaucoup de restaurants, beaucoup de bars et beaucoup de pubs. Donc voici la General Manager de Chapel Predict. C'est vraiment désolant, on se faisait une joie de revenir à quelque chose qu'on pourrait appeler de presque normal. Je n'arrive pas à croire qu'ils n'aient pas laissé nos restaurants prendre leurs propres décisions, de voir si c'était ou non viable pour les entreprises d'accueillir jusqu'à 10 personnes. Nous aurions au moins aimé avoir l'option pour nos restaurants et cafés. Et il y a tellement de restaurants et de cafés à Chapel Predict qui auraient pu de manière très simple et très sécurisée ouvrir et accueillir jusqu'à 10 clients. Et la clientèle se raréfie et le plus longtemps ça dure, le plus longtemps c'est compliqué. Et la fin de cette histoire, c'est que de plus en plus d'entreprises vont être incapables de rouvrir après ça. Et l'impact de cette décision, qui va encore durer à peu près une quinzaine, va bien plus loin, puisque ce sont finalement des entreprises qui ne rouvriront jamais leurs portes. Donc voilà, elle nous fait part en fait de son état d'esprit, de son inquiétude, puisque c'est vrai que c'est une artère économiquement très forte, Chapel Street. Et d'ailleurs, il y a certains restos qui ont innové. Ils ont proposé une formule assez marrante, c'est de pouvoir dîner à l'intérieur de sa voiture. Donc faire du drive-thru, si je le prononce assez bien. Donc tu t'arrêtes en face du restaurant et t'as le serveur qui arrive avec l'assiette de spaghettis, et tu peux manger ton assiette de spaghettis à l'intérieur de ta voiture.
Faut manger proprement, par contre, attention. Ouais, spaghetti bolo dans la voiture. L'odeur. Et puis l'odeur. Ça va, ils font pas la tartiflette en Australie, mais imagine une tartiflette dans une voiture, tu peux la brûler. C'est le fini, cauchemar. Ton assurance, ouais. C'est fini. Donc tout ça pour dire, ces différentes phases, on va passer à une autre phase, la phase numéro 2 en juin, qui va permettre peut-être d'ouvrir ces fameux restaurants. Là, ce matin, Dan Andrews, le ministre Victoria, a annoncé aussi des nouvelles mesures où les élèves vont pouvoir retourner progressivement à l'école. Et ça, c'est une énorme étape aussi. Ouais, c'est pas encore fait chez vous, le retour à l'école pour les élèves. Non, puisque ça crée du flux. Le constat est simple. Si les enfants vont à l'école, les enfants vont être amenés par les parents soit en voiture, soit en transport en commun. Et c'est un flux énorme au sein même de la communauté. C'est un vecteur de contamination énorme, bien sûr. Exactement. Et je trouve que la gestion, alors certes, on n'est pas content, mais la gestion australienne, elle est plutôt bien faite. C'est très pragmatique. Ouais. Complètement. Et les gens suivent. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Idem pour le travail à distance qui est privilégié très largement, tu le disais. Ça, c'est une forte demande, que ce soit de Scott Morrison, mais surtout de Dan Andrews. Travailler à la maison, c'est indispensable. Il veut éviter que les gens prennent les transports en commun, il veut éviter que les gens retournent dans les bureaux. Alors, de ce que j'ai eu comme retour des gens que j'ai pu interroger, les entreprises ont commencé à s'organiser à différentes phases. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé en France, mais en Australie, avant le lockdown, il y avait 2 équipes. En général, c'était l'équipe bleue et l'équipe des verts. Ouais. Et chacun alternait sa présence au sein même de l'open space. Le retour va se faire progressivement de la même manière, mais d'une façon encore plus découpée, avec des horaires différents, etc. Donc ça va se faire très progressivement pour éviter d'avoir beaucoup de monde dans ces transports en commun et ainsi de créer ce risque de contagion, comme on a pu le voir à l'ouest de Melbourne. Ça part à une vitesse, le coronavirus. C'est une horreur, ce truc. Donc c'est pour ça qu'il va falloir y aller très doucement, mais prudemment. Et bien sûr que si on imagine une deuxième vague, ce qui ne s'appelle pas une deuxième vague, mais plutôt une montée de contagion d'un seul coup, les différentes restrictions vont revenir en arrière. C'est-à-dire que quand on passera à la 2, absolument, on sera retour à case départ. Un pic, retour case départ, voire 1, voire lockdown total. Ouais. Donc tout ça, c'est sous réserve des bons résultats. Et toi, tu t'organises comment au quotidien ? Alors, je vais pas à la pêche, moi. Par contre, je fais beaucoup de vélo. C'est vachement sympa. On ira tous les deux pêcher, avec plaisir. Au large de Melbourne. Ouais. Il va falloir que je trouve une bonne excuse d'ailleurs pour pas y aller. Je déteste ça. Non, mais c'est vrai, je suis pas patient. C'est une horreur. Ah, moi non plus. J'ai envie de jeter une grenade dans l'eau. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Donc toi, ton truc, c'est le vélo. Et oui, à la base, oui, ça a toujours été le vélo. Ouais. En France, t'as l'impression que tu vas mourir toutes les 4 secondes. Ici, avec la quantité de pistes cyclables et ce que tu peux découvrir à vélo sur la région de Melbourne, tu te fais tout le front de mer à vélo, c'est que de la piste cyclable. Je vais en faire rêver plus d'un, mais c'est nos limites. On peut faire des milliers de kilomètres dans Melbourne, le long de la mer, dans Melbourne. Il y a des coins, t'as l'impression que t'es en plein bush, alors que t'es à 5 minutes du centre-ville de Melbourne, du CBD. Donc oui, je fais beaucoup de vélo. C'est marrant parce que je regardais, alors pour ceux qui ont Strava, c'est l'application pour les sportifs, je regardais le pic de nombre de kilomètres que j'ai fait, ça correspond à la montée du Covid. Ouais. Donc le mois dernier, j'ai fait, je crois, 600 ou 700 kilomètres. Il y en a qui font beaucoup plus, je suis un amateur. Mais une journée type, c'est ça. C'est en général vélo, retour maison, manger et travailler. Et bizarrement, oui, j'ai du boulot. Je viens de recevoir d'ailleurs un mail de quelqu'un qui me propose de faire un site web. Donc j'ai un peu de travail aussi. Je me forme également. Je prends du temps pour me former. Il y a des formations en ligne qui sont gratuites, que je conseille à tout le monde, puisque c'est vraiment, vraiment bien. Et ça fait bien aussi sur LinkedIn et sur le CV, et dans le mental, puisqu'il faut s'occuper. Et je fais un peu de radio aussi, tu vois, avec un certain Fabien, et ça m'éclate. Ça me fait tellement du bien de refaire du micro. Thomas, je te propose de revenir très vite pour nous donner des nouvelles d'ici quelques jours. Avec plaisir. À très vite, salut Thomas. Salut Fabien, merci. La situation qu'on vit actuellement accentue les inégalités, c'est vrai un peu partout dans le monde et c'est vrai aussi en France. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant de pays où les inégalités sociales sont peut-être beaucoup plus marquées que chez nous, comme l'Inde, le Cambodge ou d'autres pays encore comme le Brésil.
Mais chez nous, en France, la situation est un peu la même si, sans la passer sous silence, on la met moins en lumière dans la presse et les médias. Par exemple, on a constaté que les habitants de Seine-Saint-Denis avaient été moins confinés qu'ailleurs en France et en Île-de-France. Souvent issus de minorités, ils occupent des emplois indispensables à la population de la capitale, quant à elle plus aisée et en majorité blanche. On part à présent au Canada où le nombre de cas se multiplie. C'est à Montréal exactement que cette question se pose. On se souvient de l'intervention de Karine qui nous faisait part du côté philosophe finalement des Québécois et leur approche au confinement, à la distanciation sociale. Et on avait là en parallèle la perspective de Mathis qui lui est à Toronto. Depuis la province dans laquelle il se trouve, il regardait d'un œil bizarre la flexibilité dont faisaient preuve les Québécois. Il semblerait que ça se traduise par une véritable hécatombe montréalaise. La ville cherche à en connaître les causes. Il semblerait que ce soit la concentration de population, la densité, le facteur pauvreté également est mis en avant et ceci expliquerait que la ville connaisse plus de cas que dans d'autres endroits du Canada. À vérifier donc avec Karine et Mathis le cas échéant pour mettre en perspective ces deux États canadiens. Et entre parenthèses, si vous souhaitez réentendre les témoignages de Karine et de Mathis, ces témoignages sont disponibles en podcast sur baladesimmobiles.com ou encore sur les sites Deezer, Spotify et Apple Podcast. Je te propose qu'on essaye de les mettre en contact et de les faire intervenir ensemble dans une prochaine émission. Excellente idée. De quoi on parle à présent ? On part en France et je te recite l'exemple de la Maïf qui n'arrête pas de faire des choses positives et durables. Le patron de la Maïf a remboursé une partie des cotisations automobiles de ses clients confinés, considérant que, compte tenu de la baisse des accidents de la circulation et du fait que les automobilistes ne pouvaient pas utiliser leur voiture, il lui semblait tout à fait équitable de rembourser une partie des primes d'assurance payées par les assurés. Tu veux nous parler à présent des migrants et des demandeurs d'asile en Grèce ? Si vous réécoutez l'interview de Domitille qui vit sur une île grecque et apporte son aide avec son compagnon aux migrants et aux demandeurs d'asile, vous verrez que la situation là-bas est assez compliquée, notamment pour ces populations. Une illustration encore dans la presse, les habitants grecs ont saccagé un hôtel qui devait accueillir un certain nombre de demandeurs d'asile, 57 exactement. En fait, c'est une démarche pour éviter que les camps de migrants ne se remplissent sur les îles de Lesbos, Kos, où se trouve Domitille ou d'autres, et d'offrir l'hébergement à ces personnes qui sont dans la plus grande détresse sanitaire et sociale. Au Qatar, en matière de lutte contre le coronavirus, la loi est rude. Julie nous expliquait qu'aux Émirats Arabes Unis, il fallait déjà ne pas rigoler avec la loi et que les sanctions étaient fortes. Vous pouvez la réécouter elle aussi sur les balades immobiles en podcast. Au Qatar, si vous ne portez pas votre masque, vous encourez 3 ans d'emprisonnement et la bagatelle de 51 000 € d'amende. Ça rigole pas. Attention. Tu veux nous parler à présent d'une innovation en matière de masques ? Effectivement, pour lutter notamment contre l'absence de tests dans certains pays ou les difficultés à tester la population en nombre, des chercheurs auraient créé un masque qui évite ces tests dans la mesure où il brille si le porteur a le Covid-19. Alors toujours dans la recherche, mais beaucoup moins glamour, avec l'entreprise Sanofi qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers jours. Sanofi, qui est un groupe français, a donné une priorité aux Américains pour bénéficier du vaccin qu'ils mettraient au point. Selon le PDG, cette démarche est justifiée par le fait que les Américains auraient été les premiers à financer leurs recherches. C'est donc que probablement pour Sanofi et son patron, les vies humaines s'analysent en fonction du nombre de dollars qu'on est capable d'aligner. Entre parenthèses, l'État français a versé plusieurs centaines de millions d'euros à l'entreprise Sanofi, dans l'optique de la recherche également. Donc ça pose question. Peut-être que la Cour européenne des droits de l'homme se penchera elle aussi sur ce sujet qui paraît un petit peu étonnant. Aberrant surtout. On part à présent à Bagnolet où il se passe des choses bien étranges. À Bagnolet, aussi surprenant que ce soit, Gilles Amar est chevrier et jardinier. Il est installé en banlieue parisienne et a eu l'occasion de se promener avec son troupeau de chèvres de manière à sensibiliser les gens à sa situation. Il a dû effectivement faire appel aux dons via Hello Asso
pour nourrir son troupeau alors que son activité est à l'arrêt. Jusqu'au 21 juin, la collecte est toujours en cours sur Hello Asso et vous pouvez consulter également sa lettre ouverte sur la page Facebook Enlarge Your Paris. On peut tout faire avec des vieux pneus, ça on le savait, y compris des ceintures. C'est la question que s'est posée à un jeune homme, Hubert, qui disait « Mais quel monde je veux et comment moi je peux contribuer à mon petit niveau, à mon échelle, à être en accord avec mes valeurs ?» Hubert a donc créé une entreprise qui recycle des pneus en ceinture. C'est drôle ça, à quand le partenariat avec Michelin? Tiens, ce serait pas mal. Pourquoi pas? Et on termine avec une triste nouvelle au Nigeria avec des décès mystérieux. Le Nigeria, dont on sait que la population est extrêmement dense, des dizaines de décès effectivement mystérieux aussi compte tenu de la transparence du régime. Au nord, dans la ville de Kano, qui est la deuxième ville la plus peuplée du pays, de nombreuses personnes décèdent. Premier suspect, le Covid-19, sans que ce soit pour autant officiel. Alors plus léger à présent, on part en Californie retrouver Fred. Salut Fred. Salut Fabien. Où est-ce que tu te trouves? Alors je suis à Los Angeles, Californie, États-Unis. Tu peux nous décrire un petit peu l'atmosphère dans laquelle tu évolues en ce moment? Bien sûr, alors nous on se situe juste sur Hollywood Boulevard, le côté mythique d'Hollywood Boulevard avec les étoiles sur le trottoir. On est juste au coin de la rue en fait, pas très loin de là où se trouvent les Oscars tous les ans, pas très loin des collines d'Hollywood. Donc on est vraiment au plein milieu de la ville où c'est plutôt actif le week-end, tous les soirs, il y a énormément de monde, énormément de touristes. Et en ce moment, c'est complètement différent forcément. Toi, t'es français expatrié aux États-Unis. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Alors écoute, en France, j'étais dans le monde de la radio. Du coup, j'avais le grand luxe d'avoir un mois de vacances tous les étés entre les saisons. Et j'ai beaucoup voyagé vers Los Angeles, la Californie en général. Et je suis tombé amoureux de la ville, de la culture et du rythme dont tout se passe ici. Donc après avoir passé plusieurs années à venir régulièrement, j'ai décidé de franchir le cap et de venir m'installer pour un nouveau départ. Et c'était à quelle époque? Alors je suis arrivé, parce que je fais les choses toujours bien, je suis arrivé en 2008 en plein milieu de la crise économique. Évidemment, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Mais j'ai démarré à Las Vegas où j'avais beaucoup de contacts aussi, où j'ai eu beaucoup de chance pour trouver mes premiers boulots. Donc j'ai passé mes premières années à Las Vegas et ensuite je me suis redirigé vers la Californie pour une vie un peu plus normale, on dira. Comment se passe la vie là-bas alors? Alors écoute, tout se passe bien, c'est un rythme complètement différent, mais je ne sais pas pourquoi ce rythme marche beaucoup mieux pour moi que la France. C'est-à-dire que c'est non-stop, il y a beaucoup d'opportunités, c'est complètement différent. J'invite vraiment quand tout sera normal à nouveau, à ce que les gens viennent passer un petit moment et découvrir par eux-mêmes. J'avais quelques amis qui n'étaient pas forcément sûrs d'aimer les États-Unis, qui sont venus en Californie et qui sont tombés amoureux tout de suite. Alors... Vas-y, c'est Letty, je m'incruste, je t'avais prévenu. C'est quoi la journée type? Moi, je connais un peu la Californie, mais pas pour y avoir habité. C'est quoi? Les journées commencent plus tôt? Raconte-nous un peu les différences, en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont différentes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de magasins 24 heures sur 24. Donc, tu peux faire tes courses à 2 heures du matin. Si tu veux vivre un peu à l'envers, ouais. Ce qui arrive beaucoup avec le monde de la nuit, de la production et toutes ces choses-là aussi. Donc ça n'arrête jamais en fait. Tomber la radio en France pour rester, on va dire, dans le domaine de l'événementiel. Alors j'ai arrêté les médias pendant un bon moment, juste parce que j'avais envie de passer à autre chose et de découvrir autre chose aussi. Forcément c'est quelque chose qui est revenu un petit peu, donc là je m'y repenche un peu et j'essaye de retourner vers une carrière dans les médias. Mais en attendant, effectivement je suis tombé dans le monde de l'hospitalité et des événements. Donc dernièrement, mon dernier travail avant que le coronavirus arrive était organisateur d'événements pour un groupe de restaurants et d'établissements. Donc juste booker des événements pour des grands groupes, des petits bookings pour des anniversaires, des mariages, des choses comme ça. Et avec l'arrivée du confinement, tout s'est arrêté, bien sûr. Et comment tu l'as vécu justement ce moment? J'imagine que l'arrêt a été bien évidemment brutal, un peu comme en Europe finalement. Tout s'est arrêté net, plus de boulot évidemment. Tu l'as géré comment toi cette situation? Ça a pris, je dirais, à peu près 2 à 3 semaines à se mettre en place. C'est-à-dire qu'au démarrage de l'annonce en Europe de la situation en Italie, quelques compagnies ont commencé à me contacter en disant « Écoute, on va annuler ».
Donc il a fallu arriver là, commencer à gérer le calendrier dans les prochains mois, ce qui était à l'époque mars-avril, et commencer à annuler un par un les événements, rembourser toutes les choses qui ont été prépayées, puisque forcément personne n'avait vraiment le contrôle de la situation. Donc ça a démarré avec des grands groupes, des grandes entreprises qui ont pris les décisions très rapidement, et ensuite en l'espace de 2 semaines, tout le monde a commencé à se contacter et à effectivement comprendre qu'on allait passer à un autre rythme. Et après 2 à 3 semaines, notre compagnie a décidé de laisser tout le monde à la maison. Donc les restaurants ont démarré par faire juste de la bouffe à emporter ou des commandes en avance et juste à emporter. Et au bout de quelques semaines, ils se sont rendus compte que déjà tout le monde était plutôt anxieux et ne sortait pas forcément de la maison, donc ils ont décidé de tout fermer complètement jusqu'à nouvel ordre. Alors évidemment, entre la France et les États-Unis, il y a une grosse différence. Les protections sociales ne sont pas les mêmes. L'État intervient beaucoup moins dans le fonctionnement de l'économie. Ça s'est passé comment, justement, cette bascule entre cette pleine activité et puis un arrêt total ? Alors là, il faut quand même comprendre qu'au niveau de Los Angeles, entre le monde de la restauration, de l'événementiel et de la production, de télé, de discothèques et toutes ces choses-là, 45% de la ville est encore au boulot, 55% est au chômage. Ah ouais. Donc c'est quelque chose qui n'a jamais été vu depuis la grande crise des années 17-18 aux États-Unis. Le gouvernement a rajouté par rapport au système de chômage ici, qui est assez bas, c'est-à-dire que c'est basé sur le salaire, mais c'est pas aussi élevé qu'en France où tu considères 80-70%, 80% du salaire pour continuer. Ici, ça dépend des États, ça dépend aussi de certaines villes. Aux États-Unis, en général, enfin de ce que j'ai pu constater au Nevada, à Californie, c'est aux alentours de $400 par semaine. Donc tu retrouves à $1,600 par mois, ce qui est généralement ici à Los Angeles, la plupart si c'est pas l'intégralité du chômage, va pour le loyer. Le gouvernement, cette fois-ci par contre, au niveau fédéral, donc au niveau de Washington, a décidé que jusqu'à la fin juillet, chaque personne qui est au chômage dû à la crise et au confinement a une rallonge de $600 par semaine pour compenser et pour réussir à garder pendant au moins 4 mois un rythme de vie à peu près normal. Et tous les États se sont aussi rajoutés à un système où toutes les personnes qui gagnent moins de $90,000 par an et par personne ont reçu un chèque de $1,200 pour booster un peu l'économie. D'accord. Et pour éviter que les gens aient trop de problèmes avec payer les factures et toutes ces choses-là. Et côté confinement, où est-ce que vous en êtes ? La ville de Los Angeles a annoncé qu'on allait sûrement continuer le confinement. Alors même si ça a un peu relâché dans la dernière semaine avec l'annonce que les magasins pouvaient réouvrir pour des livraisons ou pour que les gens viennent récupérer leurs achats sur les coins de rue. Donc on ne peut pas rentrer dans les magasins. Mais beaucoup d'enseignes vendent maintenant et ont un système de récupérer les achats directement sur le trottoir ou de se garer devant le magasin. De vente à emporter finalement. Complètement, complètement. Mais il y a certains magasins comme l'électroménager, ces choses comme ça, l'électronique ici, où tu peux te garer devant le magasin, tu vas sur Internet pour dire que tu es arrivé, ton type de véhicule et ta plaque d'immatriculation, ils viennent te déposer les achats dans le coffre, ils vérifient la commande par la fenêtre et il y a contact avec personne. Donc même si tout ça a été mis en place et que Los Angeles se réouvre, notre maire a annoncé dans la semaine qu'on allait sûrement continuer le confinement jusqu'à la fin août. Et psychologiquement, vous la viviez comment cette situation ? Alors la chance que l'on a en Californie, c'est qu'en ce moment on a à peu près 25 degrés avec un beau soleil, donc ça aide au moral. On avait aussi moins de restrictions sur se promener dans la rue. Je sais qu'en France il y avait je crois 1 kilomètre maximum, c'est ça, ou quelque chose comme ça. Ouais, donc ici il n'y a jamais eu de restrictions comme cela. Ils ont fermé les plages et les zones de randonnée dernièrement. Ça a réouvert depuis le week-end dernier. Donc les gens commencent à reprendre leurs habitudes à se balader, bien sûr avec un masque, et demandent à ce que dès que l'on quitte la maison, maintenant tout le monde ait un masque dans la rue. D'accord. C'est une mesure qui est respectée parce qu'on sait qu'aux États-Unis, en Californie notamment, la pratique sportive notamment est quelque chose de très important. On voit vraiment les gens dans la rue et celles et ceux qui pratiquent un sport avec un masque sur le visage. Oui et non. C'est-à-dire que en se baladant un petit peu hier, on se rend compte qu'il y a quand même quelques personnes qui continuent à la normale, mais les gens par contre traversent la rue ou gardent leur distance. Donc au moins on est un peu plus sûr à ce niveau-là. Et toi, l'avenir, tu le vois comment ? Est-ce que c'est quelque chose que vous évoquez entre amis ou avec tes collègues de travail ? Est-ce que c'est quelque chose qui revient dans vos discussions ?
La première question, c'est de savoir si l'entreprise pour laquelle on a travaillé dans le passé va réouvrir déjà. Ouais. Donc c'est le premier, je dirais la première inquiétude, c'est de savoir si le business va continuer et si les entreprises vont survivre à cette fermeture qui maintenant ici pourrait être prolongée, comme ils l'ont dit, jusqu'à la fin août, ce qui est assez long. Et même si l'État a avancé des aides et des choses comme ça, et tout le monde forcément, ils établissent à peu près que 30% des restaurants ne pourront pas réouvrir suite à ça. Donc la première question, c'est de se demander effectivement si notre emploi va revenir. Et la deuxième inquiétude, c'est pour les gens qui sont dans le monde effectivement de l'événementiel, de la restauration et toutes ces choses-là. Une fois que l'économie redémarre, il va y avoir plus de personnes à chercher du travail que d'emplois à revenir. Ouais. Donc ça va être un peu compliqué. Il y a beaucoup de gens à qui je parle qui prennent ce temps justement pour réfléchir, regarder un peu où ils en sont et changer leur carrière carrément. Est-ce que, Fred, comme en France, on entend parler du monde d'après chez vous aux États-Unis ou pas particulièrement ? On entend un petit peu parler effectivement de changements. Après, avec l'état dans lequel notre Maison Blanche se trouve en ce moment, on n'est pas forcément... C'est particulier. C'est un petit peu étrange, effectivement. Un peu beaucoup. Mais les gens se questionnent néanmoins sur ce qu'il faudrait revoir, même à une échelle individuelle ou enfin, je veux dire, en France, c'est quelque chose qui taraude les esprits depuis quelques semaines. Tiens, mais qu'est-ce que tout ça va changer ? Alors, on est allé, je dois l'avouer, de désillusion en désillusion parce qu'on voit que en Europe, on force la machine économique à repartir exactement dans le même système. Dont on sait qu'il a ses limites. Ouais, mais est-ce que c'est des questions que les Américains se posent ou est-ce que c'est des considérations purement européennes ? Non, on parle beaucoup du niveau écologique, en se demandant si les compagnies pourraient peut-être continuer le télétravail un peu plus qu'avant, pour éviter des problèmes de transport et de pollution. On a une élection aussi qui arrive au mois de novembre, donc tout dépendant du résultat de l'élection, on aura peut-être un président qui sera plus à l'écoute des problèmes écologiques et qui pourra peut-être justement apprendre de ce qu'on a vécu. La qualité de l'air à Los Angeles n'a pas été aussi bonne depuis à peu près 100 ans, ce qui est assez étonnant d'entendre juste les oiseaux le matin à Los Angeles au lieu des sirènes et des hélicoptères change un petit peu. Donc on en parle beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait ? Il va falloir attendre. Mais au niveau du travail, effectivement, il parle déjà que tous les tournages et les choses comme ça, parce que effectivement tous les films, les émissions télé sont arrêtés ou tout se fait sur Zoom ou Skype en ce moment. On a beaucoup de shows télé où tous les animateurs sont en live de la maison. Il parle de redémarrer avec des acteurs, par exemple, qui s'occupent de leur propre maquillage, coiffure. Donc ça va changer un petit peu pendant, à mon avis, une bonne année, un petit peu toutes les manières et les budgets, les manières dont tout le monde va un peu se déplacer, les priorités que les gens vont prendre aussi. On n'a pas de concert de prévu jusqu'à l'année prochaine ici à Los Angeles. Pas de concert, pas de sport, en public du moins. Donc on est déjà, pour le reste de l'année, c'est une réalité complètement différente. Ouais. Je te remercie Fred pour ton témoignage du côté de la Californie. Je te propose de revenir régulièrement, si tu le souhaites, avec grand plaisir, dans notre émission pour témoigner un petit peu de l'évolution de la situation. Avec grand plaisir, quand vous voulez. À très vite, salut. Salut. Retrouvez ce programme en podcast sur les plateformes Deezer, Spotify et Apple Podcast en tapant Balades Immobiles ou directement sur le site baladesimmobiles.com. Bonjour Chiara. Bonjour Laetitia. Je m'excuse si vous entendez beaucoup de bruit, mais comme aujourd'hui il fait excellent à niveau météo, je suis sur ma terrasse à Quel Florence. Quel bonheur. Qu'est-ce que tu vois depuis ta terrasse ? Raconte-nous un peu. En fait, je suis côté sud-ouest, donc j'ai un superbe coucher de soleil et j'ai du coup une place avec des arbres en bas et tout autour j'ai les collines florentines avec les petits châteaux, les arbres typiques de cette zone de Toscane. Ils sont comment ces arbres ? Alors, en français, tu me demandes d'expliquer des choses que je ne saurais peut-être pas, mais bon, ils ont la forme d'un parapluie, si tu veux. Ah, c'est beau ça. Ouais, et ils sont vert foncé, et ils sont aussi mélangés avec des pins. Parce qu'on a beaucoup de pins sur ces collines. Et c'est des collines qui sont pas très... elles sont plutôt basses, mais très douces. Et du coup, si tu poses tes yeux en bas, qu'est-ce que tu vois sur la place ? Est-ce qu'il y a des gens ? Comment c'est là tout de suite ?
Alors là, c'est la place la plus fréquentée de Florence. Ouais. Donc, c'est aussi le centre de la movida de la ville. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a plein de jeunes. Je dirais entre les 20 et les 40 ans, parce que 40 ans, je considère encore jeune. Ouais. Et du coup, il y a des gens à vélo, il y a des gens qui sont assises sur les marches de l'église qui est juste en face. Il y a des enfants qui jouent aux raquettes. Il y a des gens qui prennent l'apéro. Est-ce qu'il y a des personnes âgées assises sur des bancs en train de jouer aux échecs ou aux cartes ou pas du tout? Non, cette place, c'est vraiment une place pour les jeunes. Ouais. Du coup, c'est vraiment... il n'y a pas de vieux, non. Surtout parce qu'il y a de la musique, il y a quelqu'un qui joue de la guitare, il y a des gens qui sont venus avec leur caisse. Ah oui. Parce qu'à un moment donné de la nuit, ça part un peu en partie, tu vois. Les distanciations sociales à la Florentine, quoi. Oui, exactement, parce que évidemment personne n'a de masque sur la place. Pourquoi faire? Sinon comme accessoire, mais c'est une place qui a une petite fontaine au centre. Et ce qui est drôle, c'est que pendant le confinement, je pouvais entendre le bruit de l'eau qui coulait sur la fontaine. Et depuis le déconfinement, je l'entends plus. J'entends les voix de la reprise. Chiara, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous fais un petit point sur comment ça s'est passé cette première semaine de déconfinement et ce qui va se passer la prochaine. Parce que enfin, on a les règles pour la nouvelle période qui commence. C'est la vraie phase 2, donc qui a des dates clés, parce que comme ça s'est bien passé à niveau des chiffres qui continuent à baisser, du coup, le gouvernement, à partir d'aujourd'hui, il nous a dit liberté de circulation, finalement, à l'intérieur de la même région. Donc, tu n'as plus besoin d'attestation, tu n'as plus besoin de justifier. Tout le monde est assez content. Les commerces vont réouvrir, les plages aussi, les bars, les restos, les coiffeurs, les esthétistes. Et évidemment, on va reprendre le foot. Parce que ah oui, attends, s'il te plaît. C'est quand même fondamental. Et les musées aussi. Après, à partir du 25 mai, on aura l'ouverture des salles de sport et des piscines. Et le 3 juin, c'est la date clé. Parce que alors là, la liberté de circulation reprend toute son étendue. J'ai vu, vous rouvrez les frontières. Oui, pas seulement avec l'Europe, mais aussi entre les régions. Parce que jusqu'au 3, quand même, on est confiné dans la même région dans laquelle on se trouve. Oui, d'accord. Donc toi, tu vas pouvoir rendre visite à ta famille du côté de Venise ? Exactement, le 3 juin. Donc on s'active pour recomprendre comment marchent les trains, parce qu'on a un peu perdu l'habitude. Tu m'étonnes. Donc, et comprendre quel train on pourra utiliser, c'est pas donné. Et aussi, il y a une très très bonne nouvelle, c'est que le 15 juin, il y aura la réouverture des théâtres, des cinémas et des salles de spectacle. Donc, j'imagine avec des règles un peu sévères. Oui, bon, les règles justement, parce que là, je vous ai donné toutes les bonnes nouvelles. Après, disons qu'il y a tellement de contraintes et de règles à respecter que, bon, ça va pas être la vie d'avant. Donc évidemment, masque, gants, distance sociale et tout ça. Et du coup, chaque commerce, chaque piscine, salle de sport, théâtre, cinéma, voilà. Tout le monde doit s'adapter à ces nouvelles règles qui permettent de dire que c'est un lieu sûr. Évidemment, ça peut... On commence à avoir des infos, par exemple, des plages. On aura des stewards qui nous accompagnent à notre parasol ou à notre zone de stationnement. Ah oui, donc parce que ici, là où on se trouve avec Fabien, ils ont rouvert les plages, mais en fait, tu n'as pas le droit de rester statique sur la plage. Donc, tu as des employés municipaux qui se promènent sur la plage avec des gilets fluo et qui demandent aux gens qui sont stationnés, tu vois, avec une poussette ou n'importe quoi, de bouger. C'est-à-dire que si tu bouges, c'est pas un problème. Si tu restes arrêté quelque part, c'est pas possible. Ah bah c'est étrange parce que nous on demande plutôt le contraire. On nous demande de ne pas trop bouger de notre place assignée, tu vois. Ouais, bah comme quoi. Ouais, on n'a pas les mêmes solutions pour les mêmes problèmes, comme on dit. Exactement.
Mais surtout, ça nous a un peu refroidi parce qu'on imagine mal les plages sans socialité. Là où on peut pas trop, tu vois, jouer avec les autres ou se regrouper avec les amis. Mais bon, enfin, c'est maintenant qu'on dit ça et je commence à penser que dans 3 semaines, on aura tous jeté nos masques à la poubelle et qu'on sera passé à autre chose. C'est un peu le sentiment que je ressens autour de moi. Parce que sinon, en fait, les gens n'arriveront pas à respecter ces genres de règles trop strictes. Et tu sais, en France, tiens, je vais te faire réagir là-dessus. En France, il y a quelqu'un qui faisait la remarque de dire, en fait, on vit dans une société bizarre parce qu'on parle de gestes barrières et de distanciation sociale. Sauf qu'en vrai, c'est pas des gestes barrières, c'est des gestes protecteurs. Et c'est pas une distanciation sociale, mais une distanciation qui est juste physique. T'en penses quoi de ça, toi ? En fait, je pense qu'on mélange le lien social et la distanciation sociale avec la physicité. Ouais. Mais des fois, la physicité, au moins en Italie, est nécessaire pour la socialité. En fait, ça nous donne un vernis en plus, si tu veux. Ouais, c'est quelque chose que je ressens plus ici. Mais même si je compare, la bise que je faisais en France, ça reste quelque chose d'un peu froid par rapport à ce que je peux vivre ici, où les gens vraiment se tiennent dans les bras, tu vois, qu'on se rencontre pour transmettre tout l'amour et tout le bonheur d'être ensemble. Ici, c'est vraiment fondamental. Et est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aurais envie de partager avec nous avant que je te fasse une proposition très indécente, Chiara ? Si, bien sûr. Je vais juste vous partager brièvement le fait qu'on a aussi issu des mesures économiques très fortes ici à l'Italie. On parle de 55 milliards d'euros d'aide économique. Donc pour les foyers plus faibles, pour les professionnels, les babysitting, les activités extrascolaires, il y en a un peu pour tout le monde. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans tout ça, on a réussi à faire passer des mesures qui ne sont pas strictement liées au déconfinement et au Covid, mais qui sont très, très importantes. Et elles sont sous 2 volets. Un volet écologique, parce qu'on a plein de mesures qui poussent les gens, par exemple, à acheter des trottinettes, des vélos, à changer leurs habitudes de placement de manière plus verte et aussi à rénover les maisons, tout ça. Et de l'autre côté, un truc que je trouvais vraiment très bien, c'est le volet social. Parce que, par exemple, on a fait un truc très fondamental pour notre pays, c'est une opération massive de régularisation de tous les travailleurs qui travaillent dans les champs. Qui viennent souvent de l'étranger. Si, c'est ça. C'est souvent des gens qui n'ont pas de papier, qui viennent de l'étranger et qui passent leur été à récolter les tomates que nous, on mange sur nos tables. Mais qui n'ont pas de droit, qui sont dans des situations très difficiles, qui sont exploités. Il y a un truc qui s'appelle, je ne sais pas si on dit en français, caporala, mais c'est un système de petits chefs qui exploitent des caporales. Des caporales. Et du coup, c'est cette décision du gouvernement de régularisation massive en ce moment, en plus où ils ont encore plus besoin d'avoir des aides d'État, j'ai trouvé un geste humanitaire qu'il fallait faire depuis longtemps et que là enfin on a fait, donc bravo à l'Italie. Je sais pas si en France on arrivera à la même chose, mais en tout cas c'est plein d'espoir. J'en reviens à ma proposition indécente. Que dis-tu la semaine prochaine, si la technique nous le permet? Tu connais Thomas, oui, bien sûr, qui est à Melbourne. Qu'est-ce que tu dis de faire une interview tous les deux ou un échange et que vous partagiez vos points de vue avec nous, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de l'idée? C'est une excellente idée et j'ai déjà hâte. Eh ben, super. Vivement la semaine prochaine. Merci beaucoup, Chiara. On te dit à très vite. À très vite. Merci à vous. Ciao. Ciao, ciao. Le MoMA et le Centre Pompidou lancent 2 initiatives pour mieux comprendre l'art moderne. Bah voilà, tu as tout dit. Merci. Je peux aider. Non, mais effectivement, ça peut être intéressant puisqu'on sait que même si nous sommes déconfinés en France en partie, il reste toujours impossible de se rendre dans les musées. Bah ouais.
Et les Américains, quant à eux, suivant les États, sont ou non confinés. Et les initiatives de ces deux musées de rendre accessibles en ligne des explications pour comprendre l'art moderne peuvent permettre aux uns et aux autres de garder pied dans la culture. On reste dans le domaine de la culture avec un plan de sauvetage mis en place ou pas alors ? Alors mise en place, oui, annoncée et à tout le moins en grande pompe par le président Macron qui a été taxé d'avoir présenté les choses comme l'aurait fait un directeur artistique en after. C'est ce que j'ai lu, j'ai trouvé ça assez drôle. J'ai vu quelques images où ça ressemblait un peu à ça, ouais. Donc ce plan aura mis du temps à arriver et on espère qu'il viendra en soutien des intermittents et leur permettra de parvenir à survivre dans ces temps difficiles pour ces professions. On le souhaite en tout cas. Le groupe Weezer reprend le générique des Simpsons. C'est amusant ça. Weezer, dont on se souvient pour Island in the Sun, je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose. Bien sûr, ouais, un tube des années 2000 ça. Ils ont repris le générique des Simpsons et il semble que ce soit démoniaque. Vous pouvez retrouver ça sur la page Facebook de Jack. C'est excellent, hein ? C'est génial. Amateur d'électro, une playlist qui devrait vous plaire. Electronic Subculture a une page Facebook où vous retrouverez la playlist Paris is Boiling. Cette playlist a fait un carton et permis de récolter plus de 11 000 € au bénéfice de la Fondation des Hôpitaux de Paris. Si vous aimez Vitalik, Rebecca Warrior, Oxia ou encore Antigone, rendez-vous sur Electronic Subculture. Tu voulais aussi nous parler de Joy Division. Joy Division qui n'existe plus mais qui rend hommage à Ian Curtis, le leader du groupe, en organisant un concert de reformation de Joy Division visant également à collecter des fonds pour Manchester Mine. Vous retrouvez l'événement en ligne sur Facebook ou également en streaming sur unitedwestream.co.uk ou sur www.twitch.tv United We Stream. Et on termine avec deux insolites. Première insolite, si la vie de voyage vous manque, on sait que c'est compliqué et que ça risque de le rester encore pour quelque temps, une société américaine vous permet d'avoir un plateau repas que vous auriez en classe business ou en classe éco d'un avion. Ça s'appelle Imperfect Food. Vous les retrouvez sur Internet pour les amateurs de nourriture d'avion. Et une dernière nouvelle insolite qui nous conduit là encore aux États-Unis. Oui, au Michigan, dont on a déjà parlé de manière un peu plus sombre avec ces militants anti-confinement qui s'étaient rendus dans le Capitole armé. Ouais, on en a parlé la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est un curé qui fait des siennes dans l'État du Michigan, près de Détroit, puisque pour les fêtes de Pâques, les gens sont très croyants et vont faire bénir des paniers à l'église. Et pour maintenir la distanciation physique, le curé n'a rien trouvé de mieux que d'inventer un pistolet à eau bénite avec lequel il a donc œuvré à la période de Pâques. Les images sont sorties récemment. Le curé craignait de se faire taper sur les doigts par le Vatican. Ça n'a pas été le cas, à savoir si ça va durer pour les baptêmes ou autres. En tout cas, une initiative originale d'un curé américain. Donc l'eau bénite, le pistolet à eau bénite. Si ce programme vous a plu, partagez-le autour de vous. Vous pouvez le réécouter sur le site baladesimobiles au pluriel.com ou encore sur les plateformes Deezer, Spotify et Apple Podcast. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.